le remaniement pour le bicentenaire, le 5 mai 2021, de la mort de Napoléon, est marqué par l'installation au milieu du parcours d'une vitrine des donateurs en hommage à ses générosités. Cette vitrine a été conçue, pour l'heure, elle est appelée à évoluer au fur et à mesure des générosités. N'hésitez pas à contacter christophe.beyeler, B-E-Y-E-L-E-R, @châteaudefontainebleau.fr. Les œuvres ici présentées sont appelées à nourrir à terme, évidemment, d'autres salles du parcours. Celles que nous présentons à ce jour ont été ici structurées en 3 registres. Sur le premier registre sont disposés des outils, 3 compas, des outils de métier, fabriqués par des artisans français et utilisés par des artisans français, qui ont été offerts par la famille de Raymond de Villers en hommage à leur père, qui était meilleur ouvrier de France en ébénisterie de siège en 1968. Et ce travail de la mesure des matériaux se voit par ces outils. Vous avez là un magnifique compas du XVIIIe siècle, donc, dont on se servait sous l'Empire. Il a une marque, un cœur, une marque de compagnonnage, c'est-à-dire qu'il renvoie à l'organisation des corporations, système aboli par la loi Le Chapelier de 1791 interdisant les groupements professionnels. Et ce compas, outre sa facture et son élégance, est aussi porteur de cette réalité sociale d'avant la Révolution. Vous avez par ailleurs un compas qui permet des reports. Vous voyez que selon l'écartement que l'on donne là, on peut reporter de temps et temps ce que l'on souhaite. Et enfin, vous avez un instrument un petit peu plus tardif qui sert pour le travail de la pierre. Ces 3 outils de métier font écho à des maîtres étalons qui se trouvent à l'entrée du palais, fixés dans le mur, l'un exprimé en toise, l'autre en maître, et qui servaient de référence pour les fournisseurs et maçons employés au palais. C'est aussi une des dimensions de ce musée que de se construire en écho avec l'histoire du château et l'immense parcours palatial que découvrent ensuite les visiteurs. Autre façon d'évoquer le peuple, c'est le monde des loisirs. Et là, M. Alain Jacob, qui est très féru d'études ethnographiques et président des sociétés folkloriques de France, M. Alain Jacob trouva sur un marché dans la Creuse, le 15 août, la Saint-Napoléon de l'an 2000, tournant du millénaire, ce moule à oubli, ne dites surtout pas gaufre, il serait furieux, ce moule à oubli, c'est-à-dire une friandise, qui comporte 2 plaquettes, une quadrillée et l'autre quadrillée et dotée en son centre du profil de l'empereur, cantonné de 4 étoiles, sur l'étoile des Buonaparte. Et cela, c'est la vision que les sujets ont du souverain. Il l'avait par les pièces de monnaie, on sait ce que cela coûta à Louis XVI à Varennes, et il l'avait aussi sous forme de friandise. Avouez que je ne veux pas donner dans la surinterprétation, mais si on songe à l'Eucharistie, il y a peut-être de manière sous-jacente quelque chose. Il n'est pas possible de définir précisément si ce moule à oubli fut utilisé vers 1810 ou vers 1840 lors du retour des cendres. Mon intuition est qu'il l'a été à 2 reprises, et du temps de l'Empire triomphant et du temps de la nostalgie. Enfin, dernière façon d'évoquer le peuple, c'est bien sûr
depuis la loi Jourdan de 1798, le fournisseur de main-d'œuvre militaire par la conscription. Et l'armée est ici évoquée par cette trousse de Guillaume Pergaud, chirurgien aide-major aux chasseurs à cheval de la garde impériale, qui nous a été offerte par le docteur Nicolas Cherlot, lui-même chirurgien orthopédiste. Grâce soit rendue au docteur Nicolas Cherlot. Vous sentez que dans ce projet participatif qu'est le musée Napoléon Ier, chacun peut apporter sa pierre en lien avec ses préoccupations, sa propre profession, la mémoire qu'il veut porter de ses aïeux proches ou lointains. Deuxième registre de cette vitrine des donateurs, c'est cet ensemble unique en France et probablement sans équivalent en Allemagne de pièces issues de la KPM, la Königliche Porzellanmanufaktur de Berlin. Propriété de Frédéric II de Prusse, elle évidemment fut employée par ses successeurs, dont son petit-neveu Frédéric Guillaume III, qui était, c'est pas surprenant pour une puissance militariste comme la Prusse, qui était féru d'uniformologie et procéda à une réforme vestimentaire de ses unités. Cette réforme vestimentaire fut traduite sur papier, furent commandées des estampes, et au vu de ces estampes, furent exécutées sur porcelaine, sur un matériau beaucoup plus onéreux, ces réformes apportées par Frédéric Guillaume III. Ce que vous voyez ici, c'est un échelonnement de générosité par la famille Le Prince, un collectionneur qui est le docteur Patrick Le Prince, et monsieur Camille Le Prince, qui est un immense et excellent spécialiste de céramique ancienne et singulièrement de porcelaine de Sèvres. Alors que disent ces assiettes? Eh bien, elles montrent justement cette réforme vestimentaire, elles concentrent sur le bassin la mécanique qu'est l'armée prussienne, vous voyez, des ordres donnés, transmis par cette estafette, une armée qui s'ébranle, qui lève le camp, et petite allusion à Frédéric II, vous savez que pour son château de Sans Souci à Potsdam, il souhaitait acquérir d'un meunier le terrain, le meunier s'y refusait, et le roi de Prusse a respecté la propriété d'un de ses sujets. Cette assiette-ci a ceci de particulier qu'elle est très riche, vous le devinez. Vous voyez que le débord de l'assiette, c'est une dépression très marquée, le débord de l'assiette affecte la forme d'une couronne de laurier tressée, avec un jeu sur les feuilles de laurier rendues par le polissage à l'agate. C'est un travail extrêmement soigné. Sur l'aile de l'assiette qui se détache sur un fond rouge tomate, vous avez l'aigle noir de Prusse, la plus haute distinction décernée par les Hohenzollern, et l'idée de prospérité et des arts exprimée par deux cornes d'abondance et une lyre d'or. C'est vraiment une assiette extrêmement soignée qui était soit dans la collection personnelle de Frédéric Guillaume III, soit un cadeau à quelqu'un de très haut rang. Il se trouve que cette assiette, publiée dans l'estampille L'Objet d'art, a attiré l'attention de M. Bernard Croissy, expert en arts et souvenirs historiques, et il s'est dit « mais je connais le dessin ». Et le dessin a pu être acquis d'une collection belge par M. Camille Le Prince, qui nous l'a offert. Donc, vous voyez, ce rapprochement est très très rare. Et les recherches menées avec l'archiviste très obligeante de la Königliche Porzellanmanufaktur de Berlin ont permis de trouver un autre dessin d'un autre sujet, mais avec ce même motif circulaire l'entourant. Par ailleurs, ont de même été offertes par M. Le Prince ces 4 assiettes qui forment 2 groupes. L'un, c'est l'armée prussienne en action, vous voyez, cette idée de transmission des ordres, d'état-major. L'autre, c'est l'effet de cette action, une batterie à l'œuvre. Et pour nous,
qui parlons de Bonaparte, ce petit lieutenant d'artillerie qui a fait son chemin, vous voyez l'intérêt d'avoir le point de vue ennemi exprimé par l'artillerie. Par ailleurs, l'armée française entre bientôt victorieuse à Berlin, fatiguée par les marches et vue par les Berlinois comme dépenaillée et représentée comme telle en tout cas. Et l'on voit que, détail polémique délibéré, qu'ils ne sont pas vêtus d'un uniforme régulier, que l'un porte une espèce de pantalon à carreaux qu'on croirait dater du temps de la Carmagnole et est complètement va-nu-pied. Donc ça naît sur une estampe et c'est repris sur une porcelaine. Et pour nous c'est très important parce que dans la future salle Forme et langage au service de l'empereur, il y aura deux cabinets adossés, l'un sur la propagande impériale et l'autre sur caricature européenne. Et dans cette caricature européenne, nous présenterons par roulement des estampes anglaises, allemandes, néerlandaises, espagnoles et russes si on nous en offre. N'hésitez pas, collectionneur d'estampes, si vous voulez immortaliser votre nom par une générosité, vous serez accueillis avec les égards qui vous sont dus à Fontainebleau. Et dans ce cabinet où les estampes sur papier étant fragiles, nous devons procéder par roulement. En revanche, ceci pourra rester de manière pérenne. Le cocasse de la chose, c'est que, comme la composition est habile, elle est reprise, mais pas du tout sous un jour sarcastique, c'est un jour au contraire laudateur, pour représenter un bataillon de fusiliers silésiens relevant de l'armée prussienne. Et là, vous voyez qu'ils ont tous impeccablement vêtus d'uniformes et non pas disparates, dépenaillés. Il y a là donc une guerre des images où, à la même manufacture, dans la main du roi de Prusse, eh bien, on dénigre l'armée française et on exalte l'armée prussienne. Troisième temps, ou troisième registre de cette vitrine des donateurs, les acteurs. La Königliche Porzellanmanufaktur de Berlin ne travailla pas que pour le roi de Prusse, son propriétaire. Elle travailla aussi, et c'est moins connu, pour des Français, ou en tout cas pour des œuvres offertes à un Français. Ce vase exceptionnel a été offert par la famille Gentil-Le-Coz en mémoire du baron François Lambert, un acteur de l'Empire. Ce vase, dit étrusque, présente sur sa panse deux côtés susceptibles de recevoir une représentation. D'un côté, c'est François Lambert, il est inspecteur en chef aux revues, donc un corps d'administration de l'armée, investi de hautes fonctions administratives au moment de la campagne de Russie et de la campagne de Saxe de 1813. Le modèle est copié d'une miniature française probablement exécutée à Paris. Il porte la Légion d'honneur, un uniforme brodé d'argent et c'est un rouage important de cette machinerie humaine construite par Napoléon pour asseoir son pouvoir. C'est une pièce inconnue, ramenée à la vie par la générosité des 4 membres de la famille Gentil-Le-Coz. De l'autre côté, vous avez un cartel inscrit dans un ovale, une figure assise, couronnée, c'est une ville, s'appuie sur un écu, et cet écu porte un ours. Bär en allemand. Berlin, c'est la ville de Berlin, et il y a marqué la ville reconnaissante. C'est-à-dire que ce sont des rapports entre le magistrat de Berlin, le corps de ville si vous voulez, et l'administrateur français sous le jour du respect mutuel. Et de fait, après l'évacuation de la ville début 1813, eh bien, on sait que des lettres très aimables sont adressées à François Lambert pour le remercier de sa probité. Et donc, soit la pièce est commandée au moment même où les Français sont en position de force et on la Prusse pour allier, soit, ce qui n'est pas impossible, soit elle est commandée légèrement après à titre de reconnaissance. Vous voyez, ça donne un jour bien particulier à cette relation franco-prussienne qui d'ordinaire est vue sous un jour plus conflictuel.
Ce vase s'inspirait d'une miniature, une miniature en voici. Cette miniature a été offerte par Nathalie Lemoine-Bouchard, éminente experte en miniature et auteur d'un dictionnaire des miniaturistes français 1650-1850 qui fait autorité. Le colonel Paul Rouvier est campé en colonel des grenadiers à pied de la garde impériale. Il affiche, fier, son statut de militaire, admiré et respecté en ce temps d'apogée de l'Empire. La générosité de la famille Le Prince s'est aussi exprimée par le don de ce magnifique vase issu de la manufacture royale de Naples au portrait de Caroline Murat. On reconnaît la femme vêtue légèrement d'une couleur qui rappelle la pourpre, un discret diadème dans la chevelure et qui est protectrice des arts. Le vase est de forme fuseau, il est doté d'anses en bronze doré qui ont la forme d'une palme qui s'enroule et se termine en tête d'aigle, tous deux affrontés. Ce modèle est inventé à Paris par le bronzier français Thomire pour l'usage exclusif de la manufacture impériale de Sèvres. Et il est copié, probablement par moulage, et employé à la manufacture royale de Naples, qui est dans la main des Murat, Joachim et Caroline Murat, qui y règnent de 1808 à 1815. Ce vase date probablement des années 1812-1813 et on voit que ce modèle français, que véhiculent avec eux des souverains de la famille de Napoléon auquel celui-ci a distribué des trônes, que ce modèle français se rayonne sur l'Europe et on a ici comme une réfraction sur porcelaine de l'hégémonie culturelle française. 6 avril 1814, abdication sans condition de Napoléon à Fontainebleau et, suite aux manœuvres de Talleyrand notamment, retour des Bourbons. Accusé par l'opposition libérale, bonapartiste et républicaine d'être revenu dans les fourgons de l'étranger. Cela, nous pouvons l'exprimer par le rapprochement de 2 pièces. Une miniature, elle aussi offerte par Madame Nathalie Lemoine-Bouchard, experte de renommée mondiale en miniature française, et par ce pot à crème offert par Juliette Glickman, historienne des idées politiques. La miniature représente le palais de l'Élysée, côté jardin, où se promène un homme vêtu d'un uniforme foncé dans lequel broche un cordon bleu de l'ordre de Saint-André. Cet homme, c'est Alexandre Ier, tsar de toutes les Russies, vainqueur de Napoléon en 1812, en 1813 et en 1814. Et lui qui perdit Moscou, la ville sainte de Russie, brûlée, sacrifiée, brûlée pour contrarier l'invasion française, eh bien rentre à Paris animé d'aucune rancune, d'aucune volonté de revanche, d'aucune volonté de représailles. Paris était pour eux comme une ville sainte, dira Victor Hugo, parlant du respect qu'eurent les souverains alliés, singulièrement Alexandre, en 1814 et même en 1815. Et là, nous avons Alexandre. Il est impossible de dire si c'est 1814 ou 1815, mais plus probablement 1814 si on tient compte de la biographie de Dufresne, qui en est l'auteur. Heureusement, là encore, une étiquette d'époque au dos du montage. Oui, ces petits détails qui permettent de faire l'histoire et d'avoir des accroches, des détails précieux. Toujours est-il que dans ce qui était
je ne remonte pas à l'hôtel d'Évreux et à la Pompadour, hein, dans ce qui était l'Élysée-Murat, puis en 1808 l'Élysée-Napoléon, le tsar Alexandre, désormais, eh bien, se promène, se mire dans la pièce d'eau. Cette miniature est rarissime, les détails sont d'une précision jusqu'à la croissance des arbres. Si on compare avec des documents un peu avant, un peu après, ça permet très précisément d'accrocher cette date de la présence du souverain, 1814, peut-être 15. Et à côté de ces souverains alliés si longtemps battus et qui là rentrent vainqueurs à Paris, il y a le retour dans son royaume de France du frère de Louis XVI, guillotiné place de la Concorde le 21 janvier 1793, eh bien, 21 ans plus tard, son frère, l'ex-comte de Provence, prétendant sous le nom de Louis XVIII, son frère rentre à Paris. Cet événement, qui n'allait pas de soi, doit se légitimer par l'histoire, et une des astuces, c'est de commander au peintre Gérard, qui avait été l'auteur d'une immense bataille d'Austerlitz, qui était le plafond du Conseil d'État au Palais des Tuileries, de commander à ce même Gérard un immense plafond pour remplacer Austerlitz, et c'est l'entrée d'Henri IV à Paris en 1594, mettant fin aux guerres de la Ligue, aux dissensions civiles et aux discordes religieuses. C'est le roi pacificateur. Bien évidemment, les contemporains faisaient l'analogie entre les troubles civils et religieux du XVIe et le traumatisme révolutionnaire est prolongé par ce temps de conquête impériale. Et du coup, lorsque Gérard peint Henri IV entrant dans Paris, tous les contemporains, Henri IV, tige de la maison des Bourbons, tous les contemporains comprennent évidemment le message qui est délivré. Ce grand tableau est traduit en gravure par un certain Gibois, et cette gravure est employée ici pour être le modèle d'une impression, une sorte d'impression, toujours le dérivé du procédé Gonore, sur un plus petit format bien sûr, hein, le tout à la manufacture naguère impériale, redevenue royale, de Sèvres. Si l'on songe que ce grand tableau de quelques 6 mètres de long fut transporté de Paris à Reims pour le sacre de Charles X en 1825, on voit l'importance symbolique qu'on lui accordait et l'importance de diffuser par la manufacture royale de Sèvres cette image de retour à un ordre ancien légitime et de concorde, de paix civile. Et c'est là le paradoxe, c'est que les Bourbons, accusés par la propagande républicaine, libérale et bonapartiste de revenir dans les fourgons de l'étranger, ont en fait s'emploient à assurer la paix et la prospérité, et donc de panser les plaies après 25 ans de troubles. Je remercie vivement Juliette Glickman, historienne des idées politiques, qui a fait sa thèse sur les références politiques au Premier Empire sous le Second, donc raisonnées par analogie et reprise. Je remercie vivement Juliette Glickman d'avoir accepté d'offrir cette œuvre qui dresse justement une analogie entre les temps. Vous voyez, c'est un autre exemple de ce souci que nous avons, qu'un don reflète le centre d'intérêt d'un donateur. Cette défaite de Napoléon en 1814, sanctionnée par une nouvelle défaite à Waterloo le 18 juin 1815, a remodelé la carte de l'Europe. Marie-Louise, ex-impératrice des Français, reçoit un trône, Parme, à titre viager, reçoit un trône et est, sous la protection des baïonnettes autrichiennes, une principicule en Italie du Nord. Et de cela, nous avons une trace, grâce à la générosité de Philippe Copin, antiquaire et numismate, qui nous a offert une très belle collection de médailles dont nous parlerons à l'automne 2021, et ce portefeuille, aux chiffres couronnés
de Marie-Louise, duchesse de Parme, dont fait en mémoire de sa grand-mère, Marguerite Merle, qui habitait Fontainebleau. Ce portefeuille en grain long frappé à l'or est très probablement de fabrication autrichienne de style Biedermeier, et l'on voit là la trace de ces voyages que chaque été Marie-Louise effectuait auprès de son père dans son pays natal, pour ensuite revenir dans une saison moins chaude en Italie du Nord. Enfin, il est un don très touchant, c'est un don spontané, inattendu. Quelqu'un un jour appelle et dit « voilà, j'ai telle chose qui pourrait vous intéresser ». Ce fut le cas pour la matrice gravée « La liberté et la vérité rendue au peuple de l'Italie » de Claude Marcoux, citoyen autodidacte de Chalautre-la-Petite, en 2015. Ce fut le cas, à l'été 2020, de Françoise Duchamp, qui appela pour dire « Ah, j'ai une pièce susceptible de vous intéresser, j'en doute beaucoup, mais madame, venez ». Et madame Françoise Duchamp, flanquée de son mari Claude, vient et me dit « Voilà, on a trouvé dans les affaires d'une tante qui possédait une maison à Fontainebleau, ceci ». Elle ouvre la petite boîte et il y avait un papier d'une écriture des années 1930 disant « Le colonel Lagorce, virgule, geôlier de Picette ». Extraordinaire, les traits du geôlier de Picette à Fontainebleau. Et merci à Françoise Duchamp, de s'intéresser à l'histoire, de faire le lien entre ce Lagorce et Picette, qui est une des figures de Fontainebleau. La miniature est signée Sophie Dolly, 1851, soit après la mort de Lagorce. Elle a été faite d'après une miniature préexistante, bien sûr, et très probablement offerte par Madame Adélaïde Lagorce, veuve Lagorce, à sa personne de confiance qui s'occupait d'elle, Marguerite Boulet, à qui, à sa mort, elle lègue une maison et du mobilier. Et dans ce mobilier, il y avait 7 miniatures. Le personnage, c'est Antoine Lagorce, qui enseignait dans un collège en Corrèze. 1790, suppression des ordres religieux. Il est sans travail, il s'engage dans l'armée. De fil en aiguille, il devient capitaine et jusqu'à colonel de gendarmerie. Et il est chargé en 1811 par le ministre de la police Savary de surveiller Picette, détenu à Savone, en Ligurie. Donc il va le surveiller et il fait des rapports. Ce n'était pas quelqu'un de commode. Il avait une culture religieuse. On dit que en voyage avec Picette, c'est-à-dire parce que Picette est transféré manu militari de Savone à Fontainebleau au printemps 1812. Napoléon, qui va s'engager en Russie, veut l'avoir en France, près de Paris, pour l'avoir sous la main. Picette manque de périr dans le transfert. Il est sauvé par le docteur Claraz, qui l'accompagne jusqu'à Fontainebleau. Et les descendants du docteur Claraz nous ont offert en 2002 une médaille dite de Savone, frappée à la restauration pontificale par Picette et remise à leur ancêtre, à leur aïeul, le médecin savoyard Claraz. Vous voyez, là, on a une fidélité familiale et quasi familiale tout à fait touchante, qui permettent de sortir de l'oubli et de l'anonymat deux figures, le docteur Claraz et ce colonel de gendarmerie, lequel colonel de gendarmerie, ayant une culture, il était professeur, débat, dit-on, c'est ce que les royalistes diront après, en 1814-15, débat de l'existence de Dieu avec Picette, il prétend lui en démontrer l'inexistence d'après la Bible, débat d'histoire de l'Église, et se pique dans un rapport d'avoir joué un grand rôle dans le Concordat de Fontainebleau, qui est arraché par Napoléon par surprise à Picette en janvier 1813.
Le bel officier, ou enfin, l'officier d'âge mûr, en tout cas avant la chute de l'Empire, porte beau dans les rues de Fontainebleau, et retient l'attention, ou séduit, ou c'est un mariage arrangé, on l'ignore, la fille du maire de Fontainebleau, qui s'appelle Dubois d'Arneville. Et ce Dubois descend du peintre Dubois de la deuxième école de Fontainebleau sous Henri IV. Et elle a une inscription dans le temps de plus de 2 siècles, qui est extraordinaire, de même que les Franchini venus de Florence avec Marie de Médicis se sont établis en France, et d'abord à Fontainebleau pour des jeux hydrauliques, puis à Versailles, et sont connus sous le nom de Francine, un exemple de continuité sur plusieurs siècles. De même, le peintre Dubois a un descendant, maire de Fontainebleau, sous l'Empire et au-delà. Du coup, son gendre, ce colonel Lagorce, ici évidemment représenté en civil, du coup son gendre, eh bien, via sa femme, jouit des biens de ce Dubois d'Arneville, qui est possessionné à Gironville, dans ce qu'on appelle la Petite Beauce, dans le sud des départements de la Seine-et-Marne. Madame Françoise Duchamp a offert l'écharpe de maire à la mairie de Gironville, et fort de ce petit papier avec une petite écriture serrée et méticuleuse des années 1930, eh bien, est venu frapper à la porte de Fontainebleau et a reçu l'accueil que sa générosité mérite. Et la suite de l'histoire, c'est que elle me dit: ah, mais vous savez, j'ai aussi autre chose. Je dis: ah bon? Et elle sort une liasse. Ce sont des états de service, des livrets militaires, des photos de ses aïeux, dont certains ont été militaires. Et vous savez que les militaires à la retraite étaient gardiens dans les palais impériaux puis nationaux. C'était un statut réservé pour des gens qui avaient, pour certains, perdu l'usage d'un membre, qui s'étaient fatigués sous les armes. Et donc, outre ceci, il y a toute une liasse de documents et de photographies dont on ignorait tout, où on voit les gardiens posant devant l'escalier en fer à cheval. Vous voyez, grâce soit rendue à cette conscience patrimoniale de Madame Duchamp. Vous voyez, cette aventure de donation, c'est l'occasion de très belles rencontres.